Bienvenue dans le débat, notre espace d'échange intellectuel et de croisement des perspectives. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un concept qui, honnêtement, a bouleversé ma vision des choses quand j'ai relu le matériel source. C'est un principe qui a silencieusement façonné le monde des affaires, l'économie moderne et même la gestion de nos vies personnelles. Je parle bien sûr du principe 80-20. Aussi connu sous le nom de loi de Pareto. Ouais. Et c'est magistralement mis en lumière par les travaux de Richard Koch. Exactement. Et pour poser les bases très rapidement, ce principe observe une chose fascinante. L'univers, la nature, nos sociétés, eh bien tout est intrinsèquement déséquilibré. En gros, dans presque tous les domaines, une petite minorité de causes, disons environ 20%, va produire la vaste majorité, soit 80% des résultats. C'est un fait mathématique. Mais notre débat d'aujourd'hui ne porte pas sur l'existence de ce déséquilibre. Il porte sur ce qu'on doit en faire. C'est là que ça devient épineux. Voilà. Face à cette asymétrie radicale, quelle est l'action juste? Faut-il amputer agressivement les 80% d'efforts prétendument improductifs pour maximiser les profits? Ou bien est-ce que cette approche purement réductionniste détruit l'écosystème complexe qui est vital au succès de ces mêmes 20%? Moi, je défendrais l'idée que le principe 80-20 est un mandat impératif. On doit éliminer impitoyablement le gaspillage et réallouer radicalement nos ressources vers l'hyperproductivité. Et de mon côté, je démontrerai que l'application chirurgicale et linéaire de ce principe est une erreur, car elle ignore complètement la théorie du chaos et les interdépendances cachées qui rendent ces fameux 20% possibles en premier lieu. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Ce qui me frappe dans le texte de Koch, c'est qu'on ne parle pas d'une énième théorie de management à la mode. On parle d'une loi structurelle observée depuis 1897 par l'économiste Vilfredo Pareto. Et ça a été validé à maintes reprises ensuite. Tu prends par exemple la loi du moindre effort de George K. Ziff à Harvard en 1949. Ah oui, l'idée que la nature est fondamentalement paresseuse. C'est un peu ça, ouais. Ziff a prouvé que les ressources s'organisent naturellement pour minimiser le travail. C'est le chemin de la moindre résistance. Et ensuite, tu as la révolution de la qualité totale avec Joseph Juran. Lui, il ne s'est pas contenté d'observer la théorie, il est allé dans les usines et au lieu de dire aux ingénieurs de réparer toutes les machines qui avaient des défauts, il leur a dit « concentrez-vous uniquement sur la poignée de problèmes qui causent 80% des pannes ». C'est ce qu'il a appelé la règle des quelques éléments essentiels. Et ça a littéralement transformé l'industrie mondiale. C'est vrai que l'impact historique de Juran est indéniable. Et pourtant, aujourd'hui encore, on souffre de ce que Koch appelle l'illusion du 50-50. C'est cette croyance très humaine, presque réconfortante et démocratique, que chaque effort a un effet égal. C'est rassurant de se dire que si je travaille 2 fois plus longtemps, j'aurai 2 fois plus de résultats. Mais les données prouvent que c'est faux. Les 4/5 de nos efforts ne rapportent pratiquement rien. Donc, ma thèse est simple. Le véritable progrès exige de transférer impitoyablement les ressources des domaines à faible productivité vers ceux à très haute productivité. Tolérer les 80% de clients ou de produits qui ne génèrent rien, c'est une complaisance coupable envers la médiocrité. C'est un argument convaincant, mais j'aborde la question sous un angle différent. Attention, je conteste absolument pas la validité mathématique des observations de Pareto, de Zipf ou de Durand. Si on utilise l'analyse 80-20 comme un outil de diagnostic, c'est redoutable. Ça te met en lumière tes foyers de création de valeur comme un rayon laser. Mais je rejette fermement la pensée 80-20 quand elle devient un dogme, une règle d'amputation aveugle. Pourquoi aveugle? C'est basé sur des chiffres très clairs. Parce que ça ignore une dimension fondamentale abordée dans notre texte de référence, qui est la théorie du chaos. L'univers, c'est pas une simple feuille Excel où tu peux isoler des variables indépendantes et effacer des lignes sans conséquence. C'est un système complexe, un organisme vivant. Et dans un organisme, le tout est toujours supérieur à la somme de ses parties. Les relations sont profondément non linéaires. Tu veux dire qu'on peut rien isoler du tout? Je veux dire que l'élimination brutale de la majorité soi-disant inutile, c'est de la pensée linéaire et c'est extrêmement dangereux. Pour faire très simple, c'est l'effet papillon. Imagine une forêt. Tu décides de retirer une espèce de plante parce que, selon tes tableaux de rentabilité, elle produit ni bois ni fruits. Elle fait partie des 80% inutiles. Mais soudain, tout l'écosystème s'effondre parce que cette plante servait de refuge à un insecte qui pollinisait tes 20% d'arbres rentables. Ce que l'analyse perçoit comme un déchet ou un poids mort, c'est très souvent le terreau indispensable, le bruit de fond qui permet aux quelques éléments essentiels de se démarquer et d'émerger. C'est une belle analogie, cette idée de terreau indispensable. Mais sortons de la forêt 2 secondes et regardons les données réelles issues du monde des affaires que l'auteur nous donne.
Le texte fournit une étude de cas détaillée, presque chirurgicale, sur une société d'experts conseils Stratégie Inc. Oui, le fameux audit de rentabilité. Exactement. Et quand ils ont fait leur analyse 80-20, les résultats étaient édifiants. Imagine que tu diriges cette boîte. Tu segmentes tes projets et tu découvres que tes grands projets, qui représentent seulement 21% de ton chiffre d'affaires, rapportent 56% de tes profits. Jusque-là, c'est du Pareto classique. Mais là où ça devient fascinant, c'est quand ils ont analysé la longévité des clients. Les anciens clients généraient une rentabilité exceptionnelle de plus de 55%. À l'inverse, le travail pour les nouveaux clients, ceux acquis depuis moins de 6 mois, entraînait une perte nette massive de 31,2%. Une perte de plus de 30% juste pour intégrer un nouveau client, c'est un gouffre financier, on est d'accord. C'est massif. Et face à de tels chiffres, la décision logique, totalement appuyée par l'approche de Koch, est d'une clarté aveuglante. Il faut couper ce qui saigne. Il faut cesser de servir ces nouveaux clients déficitaires, ou du moins cesser de s'acharner à les prospecter pour réallouer 100% de l'attention de l'entreprise vers ses anciens clients hyper rentables. C'est ça, éliminer les poids morts. Pourquoi une entreprise devrait-elle subventionner une activité qui détruit littéralement sa propre valeur ? Je vois tout à fait la logique comptable, mais tu mets le doigt exactement sur le piège que je dénonce. L'analyse de stratégie Inca est mathématiquement irréprochable, certes, mais elle est temporellement aveugle. Tu utilises une photographie pour juger un film entier. C'est-à-dire ? Les chiffres de rentabilité mentent pas. Ils mentent pas sur l'instant T. Le texte souligne d'ailleurs explicitement que le principe 80-20 n'est souvent qu'un instantané capturé à un moment précis. Réfléchissons 2 secondes. Si tu coupes systématiquement et brutalement tous tes nouveaux clients, sous prétexte qu'ils sont initialement déficitaires à cause des coûts d'acquisition et de formation, comment est-ce que tu vas renouveler ton vivier d'anciens clients hautement rentables ? Tu optimises ce que tu as déjà. Mais ils finissent par partir, par faire faillite ou par changer de direction. C'est là que la théorie du chaos et le concept des boucles de rétroaction entrent en jeu. Un nouveau client non rentable aujourd'hui, c'est l'intrant absolument nécessaire au système pour générer l'ancien client très rentable de demain. C'est le principe du point charnière, le fameux tipping point dont parle l'auteur en s'inspirant de la théorie des épidémies. Le tipping point, oui, l'idée qu'un petit changement fait basculer le système. Exactement. C'est comme essayer de lancer une lourde locomotive. Au début, tu mets une quantité d'énergie folle, beaucoup de charbon, et la roue tourne à peine. Ton effort produit presque rien. Si tu fais une analyse 80-20 à ce moment-là, tu conclus que brûler du charbon sert à rien et tu coupes le moteur. Mais si tu continues jusqu'à franchir ce point invisible, l'élan s'accumule et l'effort supplémentaire devient extrêmement rentable. En amputant ton vivier de clients à la racine simplement parce que l'efficience immédiate n'y est pas, tu détruis ta propre boucle de rétroaction positive à long terme. Tu sacrifies ton futur pour optimiser ton présent. Je comprends ton point sur le cycle de vie d'un client. C'est vrai qu'il faut un investissement initial. Mais laisse-moi te donner une perspective différente sur cette idée de système et de temporalité. L'arbitrage dont parle l'économiste Jean-Baptiste Say et qui est au cœur de la stratégie 80-20, ça consiste pas à détruire l'avenir, ça consiste à cesser de subventionner l'inefficacité chronique et incurable. Et pour ça, prenons un autre exemple du texte qui montre bien le danger d'être trop complaisant avec ce qu'on appelle un écosystème. Le fabricant instruments électroniques ainsi, Ah, le cas industriel. Vas-y. eux aussi ont segmenté leurs activités et ce qu'ils ont découvert, c'était pas un problème de nouveaux versus anciens clients, c'était des aberrations structurelles. Les segments de priorité A généraient presque toute la valeur et de l'autre côté, tu avais les segments de priorité X, spécifiquement les groupes 13 à 15, qui généraient des pertes écrasantes. On parle d'une rentabilité négative de plus de 75% pour le groupe 15. Imagine que tu regardes tes opérations et une de tes divisions te coûte 3/4 de sa valeur à chaque fois qu'elle produit quelque chose. Oui, là c'est une hémorragie sévère, c'est sûr. Tolérer ça au nom d'un vague écosystème, c'est suicidaire. L'art véritable des affaires et la vraie puissance de l'analyse 80-20, c'est d'exercer un arbitrage avec une discipline de fer. Il faut prendre l'argent, le talent humain, le temps de cerveau des managers qui sont coincés dans ces zones de destruction de valeur et les déplacer vers le segment hyper rentable. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont monté les prix pour chasser les mauvais clients du groupe 15, ils ont réduit le temps de gestion sur le ventre mou et ils ont alloué les 2/3 du temps de la direction au segment supérieur. Dans ce cas précis, c'est bien l'action linéaire, la coupure nette qui a sauvé la boîte. Je te l'accorde complètement pour ce cas-là. La beauté mathématique de cet arbitrage est indéniable. Et dans une entreprise de production industrielle très segmentée, l'élagage est souvent salutaire. Mais, et c'est un grand mais, ce qui marche pour une usine de composants électroniques marche pas forcément face à la demande globale et au comportement humain. Je te mets au défi avec l'exemple de la librairie.
qui est pour moi l'illustration la plus brillante du livre sur les dangers de la pensée strictement linéaire. La fameuse règle des 20% de best-seller. Exactement. Il est prouvé que dans l'édition et la vente de livres physiques, environ 20% des titres génèrent 80% des ventes. Jusque-là, tout va bien. La déduction logique, linéaire et impitoyable que tu défends avec ferveur serait de dire « Regardez ces tableaux Excel géniaux. Débarrassons-nous des 80% de livres qui encombrent nos étagères et qui prennent la poussière. Économisons sur le loyer, l'espace de stockage et ne vendons que les best-sellers. » Ce qui, sur le papier, maximise totalement la rentabilité au mètre carré. Sur le papier, oui. Or, que nous dit le texte ? Que les libraires qui ont eu l'imprudence de réduire leur stock au seul titre à succès ont vu leurs profits globaux chuter de manière drastique. Pourquoi ? Parce que cette approche purement comptable ignore totalement la psychologie du consommateur. La psychologie du choix. Voilà. Quand tu rentres dans une librairie, tu veux pas juste voir les 5 best-sellers de l'année empilés sur une table au milieu d'une pièce vide. Tu viens pour flâner, tu veux sentir l'odeur du papier, tu veux voir des milliers de dos de livres, de la poésie obscure, des essais sur l'histoire ancienne. C'est cette variété, cette abondance offerte par les 80% restants qui crée l'attractivité du lieu. Même si, in fine, tu repars avec le dernier polar à la mode qui fait partie des 20%. Si tu cibles uniquement la rentabilité isolée des best-sellers, tu détruis l'attrait global de ton magasin. Ces 80% prétendument improductifs sont en fait ton produit d'appel invisible. Ils sont l'écosystème qui fait vendre le reste. C'est un point super intéressant, je te l'accorde. L'illusion du choix est un puissant moteur dans le commerce de détail physique. Mais on doit faire évoluer notre perspective. Parce que l'univers matériel évolue. Laisse-moi t'amener sur le terrain des ajouts récents de Richard Koch concernant la nouvelle économie. On n'est plus dans les années 90 avec des librairies de quartier. On assiste à une évolution fulgurante vers ce qu'il appelle l'économie des réseaux, dominée par Apple, Google ou Uber. Et dans cet univers digitalisé, le ratio de déséquilibre s'est accentué de manière ahurissante. On glisse vers du 910, c'est ça Pire que ça, on va vers du 99-1. Le texte cite l'exemple de l'industrie du cinéma, qui est le précurseur de cette économie de réseau. Des économistes ont analysé 300 films sortis sur 18 mois. Et tu sais ce qu'ils ont trouvé ? Seulement 4 films, c'est-à-dire 1,3% du total, ont généré 80% des revenus au guichet. 1,3%, c'est vertigineux. C'est le nouveau paradigme. C'est le monde du gagnant rafle tout, le fameux winner takes all. Les boucles de rétroaction dont tu parlais, ici, elles favorisent l'hyperconcentration de la réussite. Dans un environnement aussi impitoyable, se disperser sur les 80% ou les 99% sous prétexte de maintenir une jolie variété psychologique pour le client, c'est plus juste inefficace, c'est suicidaire pour les studios. Si 1,3% de tes investissements génèrent la quasi-totalité de tes revenus, la seule rationalité, c'est de traquer, d'isoler et de surfinancer cette infime fraction gagnante et d'abandonner le reste sans aucun état d'âme. D'accord, je t'accorde l'existence de ces hyperconcentrations. Le livre mentionne d'ailleurs les revenus stratosphériques d'un Steven Spielberg comparé à un réalisateur simplement compétent. Ça illustre parfaitement la brutalité du winner takes all. Cependant, c'est très drôle que tu utilises l'industrie du cinéma parce que tu te pièges toi-même avec cet exemple. Ah bon ? Comment ça ? Je vais retourner ton propre argument contre toi, en utilisant les mots exacts du texte. Le livre explique que l'industrie du cinéma fonctionne précisément selon les lois de la théorie du chaos que je défends. Koff-Napaketch compare littéralement les cinéphiles à, je cite, « des particules de gaz en mouvement aléatoire ». Oui, parce que les goûts sont volatiles. Pas juste volatile, imprévisible. Le succès massif d'un de ces 4 films dépend pas d'une équation linéaire parfaite qu'un studio aurait pu isoler sur un tableur Excel avant le tournage. Ça dépend de ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales et de la théorie des épidémies. Une personne aime le film, en parle à 2 amis qui en parlent à 4, etc. C'est l'effet du bouche à oreille. Et puisque le comportement de ces particules de gaz est fondamentalement aléatoire, il est strictement impossible de prédire de manière rationnelle quel film sera dans ce fameux 1,3% avant qu'il ne sorte en salle. Mais les studios font des études de marché, ils essaient de limiter la casse. Ils essayent, mais la réalité de l'aléatoire les rattrape toujours. Si tu appliques ta pensée 80-20 dogmatique et que tu décides de réduire préventivement tes investissements pour ne produire que les 1,3% de films rentables et annuler les 98,7% de films prétendument inefficaces, que se passe-t-il ? Tu économises de l'argent. Non, tu détruis ta matrice de probabilité. En cherchant à n'investir que dans le succès garanti, tu t'empêches physiquement de trouver le gagnant. Parce que le gagnant, Spielberg ou un autre,
n'émergent que par le test aléatoire du marché global. Le hasard, le chaos exigent une base très large pour pouvoir opérer leur sélection asymétrique. Tu as besoin de produire les 98 films moyens pour que, par un concours de circonstances chaotiques, les 2 chefs-d'œuvre émergent et raflent tout. C'est brillant comme façon de voir les choses, vraiment. C'est là toute la subtilité de Koch. Il fait la différence entre l'analyse 80-20, qui est une radiographie statistique a posteriori, quand on compte les biais à la fin de l'année, et la pensée 80-20, qui doit être une heuristique, une sorte d'intuition pour guider notre action au quotidien. Je reconnais que face à des systèmes hautement culturels ou aléatoires, la prédiction absolue est un mythe. On s'entend là-dessus. Néanmoins, et c'est là que je maintiens fermement ma position, même face à l'aléatoire, on n'est pas censé rester les bras croisés à financer aveuglément la médiocrité en espérant un miracle. L'entreprise qui comprend que son marché est chaotique doit utiliser le principe 80-20 pour repérer les signaux faibles beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire réagir en temps réel. Asymétries naissantes dès qu'elles émergent. Dès les premiers jours d'exploitation d'un film ou dès les premières semaines de lancement d'un produit, l'analyse clinique va te montrer qu'une majorité de tes actions a une valeur nulle. C'est là que tu appelles ta discipline. Tu coupes les budgets marketing des films qui flopent et tu réalloues massivement sur le signal fort. Tant qu'on refusera d'admettre la vérité centrale du principe 80-20, à savoir que l'univers est littéralement allergique à l'équilibre, on continuera de gaspiller des quantités prodigieuses d'énergie, de temps et d'argent. La concentration impitoyable des ressources sur les quelques éléments essentiels, pour revenir à Juran, reste la seule voie rationnelle pour accomplir de grandes choses avec des moyens limités. Volonté de contrôle absolue de la rationalité que nos perspectives divergent fondamentalement. Je pense qu'on peut résumer ma position avec cette citation magnifique du physicien Joseph Ford, qui est dans l'ouvrage « Dieu joue aux dés avec l'univers, mais les dés sont pipés ». Les dés sont pipés, c'est le 80-20. C'est ça, on est tout à fait d'accord sur le constat initial. Oui, les dés de l'univers sont pipés. Il y a une inégalité radicale et mathématique entre ce qu'on investit et ce qu'on récolte. L'analyse 80-20 est la meilleure paire de lunettes pour voir ce déséquilibre. Mais reconnaître que les dés sont pipés, ça ne veut pas dire qu'on peut démonter le casino ou isoler la table de jeu de tout son environnement. Tu penses qu'on est trop interventionniste ? Je pense que la réalité de nos entreprises et de nos vies reste celle d'un organisme vivant, hautement évolutif. Les causes y sont entremêlées, souvent indiscernables à l'œil nu. Trancher de manière trop brutale dans les 80% sous le seul prétexte de leur inefficacité comptable à l'instant T, c'est prendre un risque énorme. C'est comme amputer le système nerveux d'une organisation parce qu'il ne produit pas directement du muscle. L'univers déteste l'équilibre, oui, mais il maintient sa propre dynamique créatrice précisément grâce au désordre, grâce à la diversité et aux marges apparemment inutiles de ces fameux 80%. L'efficience pure est très souvent l'ennemi de la résilience. C'est une excellente façon de boucler notre échange. Je crois que ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que nos 2 lectures convergent sur un diagnostic fondamental, incontournable. L'idée qu'il y a une égalité parfaite entre nos efforts et nos résultats est une illusion tenace. On doit s'en défaire. La ligne de faille entre nous, finalement, elle se situe sur le niveau de contrôle philosophique et stratégique qu'on peut ou qu'on devrait exercer sur ces systèmes complexes sans en détruire la vitalité. Absolument. L'ouvrage de Richard Koch est d'une richesse incroyable pour ça. Que l'on soit un manager qui a un besoin urgent de sauver sa boîte en coupant les branches mortes avec l'arbitrage financier, ou qu'on soit un stratège qui navigue dans les eaux imprévisibles de la théorie du chaos, le principe 80-20 est une grille de lecture dont on ne peut plus se passer. Tout à fait. On vous invite donc chaleureusement à vous plonger dans ce matériel par vous-même. Prenez cette grille de lecture et appliquez-la à votre propre réalité, que ce soit vos projets professionnels ou même la gestion de votre temps personnel. Cherchez ces déséquilibres cachés, vous allez être surpris de ce que vous y trouverez. Merci de nous avoir suivis pour cette émission et à très bientôt pour poursuivre le débat sur de nouvelles perspectives.